Et bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais juste dire deux petites choses. La première, c'est que sur ma dernière vidéo de lecture, j'ai dit que j'avais lu 8 livres au mois de septembre alors que je vous en ai présenté que 6. Et en fait, cette petite coquille s'est placée là parce que j'avais fini 6 livres au mois de septembre et en fait j'avais déjà bien avancé dans 2 autres livres au moment où j'ai tourné la vidéo, donc du coup ça s'est un petit peu embrouillé dans ma tête. J'ai dit que j'avais lu 8 livres alors qu'en fait j'en avais lu que 6, voilà. C'est pas un drame, mais je tenais à expliquer pourquoi. La deuxième chose, c'est que voilà, comme vous pouvez le constater, on est mi-octobre, aujourd'hui on est le 16 et je suis déjà en train de refaire une vidéo lecture. La raison, c'est que je suis passée de je ne lis rien du tout à je lis beaucoup trop. C'est-à-dire que là, mi-octobre, j'ai déjà terminé 5 livres et je suis encore en train d'en lire 2. Donc je me suis dit que j'allais pas attendre en fait la fin du mois pour faire une vidéo lecture où il y aurait une dizaine de livres et qui durerait extrêmement longtemps. Donc je vais faire ça ce mois-ci, je le ferai peut-être les mois suivants si ça continue, si je continue sur ce rythme de lecture-ci. Je vais faire, je pense, une vidéo tous les 15 jours au lieu de faire une vidéo tous les mois. Ça dépendra en fait de mon rythme de lecture. Si je lis pas tant que ça, je ferai qu'une seule vidéo à la fin du mois comme je le faisais avant. Si je lis énormément, je pense que je ferai toutes les 2 semaines comme je le fais ce mois-ci. Sur ce, je vais donc vous parler de mes lectures jusqu'à aujourd'hui au mois d'octobre. Il y a des choses très intéressantes et des sujets très importants à aborder, donc ne perdons pas plus de temps et allons-y. Vous commencez, je pense, à comprendre un peu comment je fonctionne. Beaucoup des livres que je lis sont en fait des audiobooks que j'écoute. Et donc sur 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, 4 sont en fait des livres audio. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre You de Caroline Kepnes. Je pense que je prononce très mal son nom, parce que je le prononce avec un bon gros accent français bien dégueulasse, alors qu'elle est américaine. Il s'agit donc du livre qui a inspiré la série Netflix You. Je n'ai pas vu la série Netflix, j'ai absolument aucune envie de la voir. Par contre, j'avais très envie de lire le livre. Le livre m'intriguait beaucoup. Pour la petite anecdote, je voulais le lire en format physique à la base et en fait j'ai découvert sur Audible que l'audiobook était lu par Santino Fontana, qui est un acteur que j'aime beaucoup et dont j'aime particulièrement la voix en fait. Il doublait Hans dans La Reine des Neiges, le premier, dans la version originale. Et surtout, il a joué Greg dans les 2 premières saisons de Crazy Ex-Girlfriend, une série que j'adore et dont je suis en train de regarder la saison 4. Et malheureusement, il a été recasté dans la saison 4. Mais voilà, j'aime énormément cet acteur, je trouve qu'il a une voix absolument délicieuse. Et quand j'ai vu que c'était lui qui narrait l'audiobook, je me suis dit, bon bah go, c'est parti. Tant pis pour le format physique, je préfère me délecter de la voix de cet acteur que j'adore. Donc, You, de quoi ça parle? Ça parle de Joe qui travaille dans une librairie et en fait le jour où il voit entrer une jeune femme du nom de Beck pour la première fois dans cette librairie, il devient instantanément obsédé par elle. Il commence à la suivre, à la surveiller, petit à petit, il commence à contrôler en fait complètement sa vie, sans même que Beck elle-même ni aucun de ses proches ne se doutent de quoi que ce soit, jusqu'à pouvoir en fait la posséder. Le roman est écrit du point de vue de Joe, donc à la première personne, et en fait tout le long du roman, il s'adresse directement à Beck, d'où le titre du roman, You, donc tu. Alors, You, qu'est-ce que j'en ai pensé Mais... Ah oui, je tiens à préciser que pour cette critique, je ne vais absolument pas me priver de spoiler. Donc, si vous n'avez pas lu le livre ni vu la série et que vous voulez soit lire le livre, soit voir la série et que vous ne voulez pas être spoilé, je vais vous mettre, si vous voulez, un petit timer jusqu'à la fin de ma critique pour éviter que vous soyez spoilé.
La première chose déjà, c'est que Joe, avant même qu'on se rende compte que c'est un stalker, un meurtrier, tout ce que tu veux, déjà de base, c'est un putain de connard prétentieux qui prend les autres de haut, qui prend les autres pour les cons parce que, oulala, lui, il a lu des livres, attention. Donc déjà de base, c'est insupportable d'être dans sa tête à lui. C'était presque aussi insupportable que d'être dans la tête de Bella en lisant Twilight. Parce que vraiment, t'as envie de le baffer, il prend vraiment les autres de haut, il est là, genre ouais, non mais je comprends pas, les gens sont sur les réseaux sociaux, mais franchement, ça sert à rien, alors que lui, il utilise les réseaux sociaux de ouf justement pour stalker les autres, mais bon. Bref, donc concrètement, le mec, il a absolument aucune qualité pour acheter ses défauts, qui sont de gros défauts, parce que le mec est un gros sociopathe et un meurtrier, je ne le dirai jamais assez. D'autant plus qu'il n'est obsédé par Beck que parce qu'il veut la baiser. Voilà, c'est son but, il est là, il dit qu'il l'aime et tout, mais en fait c'est même pas une obsession amoureuse, c'est une obsession sexuelle, il veut juste se la taper. Lui, dans sa tête, c'est de l'amour, mais le vocabulaire, ça c'est quelque chose qui m'a énormément dérangé pendant tout le livre. Le vocabulaire est extrêmement trashy en fait. C'est très sexuel, c'est très dick, pussy, cum, etc. Moi ça m'a pas plu du tout. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte que tous les personnages qui ont un minimum d'intérêt dans l'histoire sont eux aussi, comme par hasard, obsédés par Beck. C'est fou, c'est dingue. Elle-même, c'est une grosse exhibitionniste qui fait exprès de se balader à poil chez elle, les fenêtres grandes ouvertes, qui se masturbe devant ses fenêtres grandes ouvertes parce qu'apparemment elle aime bien qu'on la regarde. Elle aime bien aussi faire exprès de prendre des poses suggestives et de s'habiller de manière suggestive exprès pour aguicher les autres. Alors au début, comme on est dans la tête de Joe, on se dit que bah, c'est juste lui, en fait, c'est son esprit malade qui se dit ouais, elle fait exprès pour m'aguicher et tout. Non, elle est vraiment comme ça, en fait, elle aime bien que les gens s'intéressent à elle, elle aime bien exciter les gens sexuellement et tout. Elle sait très bien, par exemple, qu'une de ses meilleures amies est complètement amoureuse d'elle et obsédée par elle, et en fait, ça lui fait plaisir. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est redondant et c'est fatigant, en fait. J'ai pas vraiment détesté en soi, ça se laisse lire. Merci d'ailleurs 1000 fois à l'interprétation merveilleuse de Santino Fontana. Je sais, je suis complètement en train de fangirler. J'ai pas vraiment détesté en soi, ça se laisse lire, mais par contre, ça m'a pas franchement tenu en haleine. J'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment de surprise en fait. À aucun moment je me suis dit waouh, il est vraiment capable de faire ça, parce que oui, en fait, dès le début, tu sais très bien que oui, il est capable de faire ça, en fait, c'est le principe du bouquin. Le seul moment qui m'est vraiment frappé, c'est vers la fin, quand Beck, en fait, découvre la boîte que Joe garde, où il a mis toutes les affaires qu'il lui a volées. Alors ça va de l'annuaire de son lycée à un vieux tampon usagé. Je ne ferai pas de commentaires. Et que donc elle le confronte par rapport à ça, forcément, et qu'elle lui dit que, bah oui, c'est un grand malade, forcément. À ce moment-là, les réactions de Joe, elles m'ont vraiment glacée parce qu'en fait, elles m'ont semblé réalistes. Bonjour mon chat. Bonjour mon bébé. Oui. Tu veux participer à la vidéo? Parce qu'en fait, le mec, effectivement, c'est un vrai sociopathe, il voit absolument pas où est le problème dans les actions qu'il a menées, y compris les meurtres, il a absolument aucun remords. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Et il voit absolument pas le problème, il voit absolument pas pourquoi elle serait gênée par le fait qu'il lui ait volé des choses et qu'il ait caché des choses à elle chez lui. Et du coup, on se rend compte qu'il ne comprend sincèrement pas la réaction de Beck parce que, après tout, toutes les choses qu'il lui a volées, ce sont des choses dont elle n'a plus besoin et dont, au final, elle ne s'était même pas rendu compte de la disparition. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment réaliste, c'est que il explique sa réaction à elle, qu'il qualifie donc d'irrationnelle,
par le fait qu'elle soit en syndrome prémenstruel. Et en fait, ça c'est un truc que les hommes ils font vraiment beaucoup dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça m'est beaucoup arrivé, et je pense que ça arrivait à beaucoup d'autres femmes cis dans des couples hétéros, que les hommes à qui on faisait des reproches qualifiaient ces reproches d'irrationnels et mettaient nos sentiments et nos réactions sur le compte des règles. Voilà, donc ce qui fait que pour moi ça a été vraiment le passage le plus marquant du livre. Sinon voilà, à part ce passage où j'étais vraiment... le reste ça m'a semblé somme toute pas très intéressant, assez prévisible, et sincèrement je ne lirai pas la suite, parce qu'il y a une suite, mais je m'en fiche, j'ai pas envie de savoir. La fin, là c'est pareil, la fin je la voyais venir à des kilomètres. En fait la fin c'est très simple, il y a une autre meuf qui rentre dans sa librairie et il devient obsédé par cette autre meuf et voilà, et ça va recommencer avec une autre meuf. Bah je savais que ça allait se finir comme ça en fait. C'est tellement pratique de tourner des vidéos quand tu as deux chats et qu'il fait un peu froid dehors et que du coup ils viennent systématiquement se réfugier sur toi pour se réchauffer un petit peu, parce qu'apparemment se réchauffer l'un l'autre ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin, oui ma chérie t'es belle, ils ont besoin de toi parce que tu es la personne la plus chaude de la maison. Donc on va essayer de continuer la vidéo avec deux chats sur les genoux. De manière très pratique, n'est-ce pas? Mais on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Alors là, on va entrer dans la partie vraiment assez importante et engagée de la vidéo, parce que les trois livres dont je vais parler à présent sont liés, puisqu'ils abordent en fait tous les mêmes sujets. Les sujets dont parlent les trois livres que je vais aborder à présent sont le racisme institutionnalisé aux États-Unis, les violences policières et le cycle de pauvreté, de stéréotypes racistes et de violence dans les banlieues qui conduit presque systématiquement à la criminalité. Ce sont des problèmes qui sont très très ancrés aux États-Unis, mais également en France, parce que nous en France on aime bien parler de ce qui se passe aux États-Unis et on aime bien faire genre qu'en France tout se passe bien, que le racisme n'existe plus, que les violences policières n'existent pas, mais c'est absolument faux, ce sont des choses qui existent et qui arrivent tous les jours, même chez nous, en France, pays des droits de l'homme. À un moment donné, il faut faire face à la réalité. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir les hashtags Black Lives Matter ou BLM sur les réseaux sociaux, où on peut trouver plein de ressources qui parlent de ces choses-là. Ça peut être des threads sur Twitter, ça peut être des articles, ça peut être des statistiques, ça peut être plein de choses. Vraiment, faites un tour, renseignez-vous. C'est un sujet qui est important et sur lequel il est important d'ouvrir les yeux. Sur ce, le premier livre que j'ai lu, ou que j'ai donc écouté, parce que c'était donc un audiobook, sur ce sujet, c'est The Hate You Give de Angie Thomas. C'est un livre qui a été adapté en film l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, en tout cas assez récemment, que personnellement j'ai pas vu, mais que encore une fois j'avais très envie de lire le livre une fois que j'ai entendu parler du film. Je suis ce genre de personne qui, quand il y a une série ou un film qui sort et dont le scénario m'intéresse et qu'en fait je me rends compte qu'il est tiré d'un livre, j'ai pas forcément envie de voir la série ni le film, j'ai juste envie de lire le livre. Donc c'est ce que j'ai fait avec You et c'est ce que j'ai fait avec The Hate You Give. Du coup, le résumé que je vais lire. Star est une jeune fille de 16 ans qui vit entre deux mondes. Le quartier pauvre dans lequel elle a grandi et le lycée distingué dans lequel elle fait ses études. Un soir, lorsqu'elle retrouve son ami d'enfance Khalil et que celui-ci la raccompagne chez elle en voiture, ils se font arrêter par un policier blanc qui assassine Khalil alors que celui-ci n'avait commis aucune infraction et ne portait même pas d'arme.
À partir de là, la vie de Star, seul témoin du drame, s'en retrouve bouleversée. Alors, la première chose que j'aurais à dire sur ce livre, c'est que, sincèrement, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, il y a énormément de passages dans ce livre qui m'ont fait très très mal, qui m'ont rendu dingue d'injustice et qui m'ont fait pleurer. On suit toute l'histoire du point de vue de Star et il y a énormément de thèmes liés au racisme qui sont abordés. Alors déjà, Star elle-même, même avant le drame, a des difficultés dans sa vie de tous les jours parce qu'elle doit en fait balancer le fait qu'elle vienne d'un quartier populaire et pauvre où les gangs, les dealers et les coups de feu font partie de la vie quotidienne, et le fait que elle soit dans un lycée privé où elle est entourée en fait de personnes riches et privilégiées et majoritairement blanches, où en fait elle se force à adopter un certain type de personnalité, même avec les personnes qui sont censées être ses amies, pour éviter de passer pour la fille noire énervée. Vous voyez ce cliché de femme noire agressive. Et elle se voit donc en fait obligée de laisser passer énormément de choses parce que elle a peur que si elle dit quoi que ce soit, bah voilà, elle va passer pour la femme noire agressive. Elle a aussi ce dilemme de relationner avec une personne blanche parce que son petit ami Chris est blanc. Parce que d'un côté, c'est compliqué pour elle de sortir avec un garçon blanc parce que forcément, n'étant pas racisé, il n'a absolument aucune conscience de ce que elle peut vivre vis-à-vis de ça. Et elle a aussi peur de la réaction de sa famille et aussi et surtout de son père qui, tout naturellement, se méfie des personnes blanches. Ensuite, à côté de ça, il y a tout le traitement du drame, en fait, de l'affaire du meurtre de Khalil, la façon dont les médias reprennent cette affaire et en fait font tout pour justifier le meurtre du jeune homme en souillant sa mémoire, en sous-entendant que peut-être il était dealer, que peut-être il faisait partie de gangs. Et en fait, toutes ces accusations qui, d'une, ne sont pas prouvées, et de deux, même si elles étaient vraies, ne justifient en aucun cas en fait le meurtre qu'a subi le jeune homme, puisque au moment où il s'est fait arrêter, il ne faisait strictement rien de mal. Et ça en fait c'est quelque chose de très très réaliste, c'est quelque chose que j'ai pu constater moi-même en côtoyant pas mal les réseaux sociaux, c'est que les médias et les gens derrière aiment beaucoup à trouver des justifications en fait aux violences policières en allant fouiller dans le passé des personnes qui se retrouvent victimes pour justifier tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui arrive vraiment tous les jours et c'est terrible, c'est dramatique parce qu'on se retrouve vraiment à justifier des horreurs alors que même si les choses qu'on dit sur ces personnes sont vraies, rien ne justifie le meurtre en fait. Rien ne justifie le meurtre, à part éventuellement s'il s'agit de légitime défense. Mais là, c'est même pas le cas. Là, on se retrouve à dire ouais, c'est pas grave, c'était un dealer. Et c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant et ce sont des choses qui arrivent tous les jours pour de vrai. D'autant plus qu'on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Comme je le disais précédemment, il y a tout ce cycle de pauvreté et de violence dans les banlieues qui mènent à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, mais dont on se sent obligé parce qu'on voit pas vraiment d'autres portes de sortie. Et ça veut pas forcément dire que le mec c'était juste une racaille et qu'il méritait pas de vivre quoi. Et bien sûr, on assiste à tout ça du point de vue de Star, qui étant le seul témoin de ce qui s'est réellement passé, et en fait la seule à pouvoir rétablir la mémoire de Khalil, pouvoir rétablir la vérité. Seulement, elle est tiraillée, elle sait pas si elle doit parler parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le fait qu'elle sera pas forcément crue, puisque
étant noire elle-même et le système judiciaire étant complètement corrompue vis-à-vis de ça, elle a peur de ne pas être crue. Il y a aussi le fait que elle craint pour sa propre vie parce que il y a des gangs dans son quartier qui la menacent elle et sa famille si elle parle. Enfin bref, c'est vraiment très très difficile pour elle qui se pose énormément de questions et qui finit en fait par culpabiliser. En fait, elle culpabilise. Elle a l'impression que tout est de sa faute alors que rien n'est de sa faute et c'est vraiment terrible, terrible de se retrouver dans la peau de cette jeune fille qui a énormément de choses tellement difficiles. J'arrive même pas à concevoir comment tu peux à 16 ans avoir autant de choses à gérer et réussir à continuer. J'ai même pas les mots en fait, j'ai même pas les mots, ça m'a vraiment brisé le cœur. C'était vraiment une lecture difficile, mais c'était une lecture nécessaire. Et encore là, ce que je vous raconte, ce n'est que la surface, parce qu'il y a encore énormément, énormément de choses dans ce livre qui, au final, est un récit très complexe. Et qui, bien qu'il s'agisse d'une fiction, aborde énormément de thèmes très réels et très actuels. Et de mon point de vue, c'est vraiment une lecture très importante, qui offre une très très bonne introduction à la lutte contre le racisme, à l'importance de se battre contre ça, de se battre contre toutes les formes de racisme et contre leurs conséquences qui sont absolument désastreuses. Ensuite, toujours sur le même thème, j'ai écouté Dear Martin de Nick Stone, qui parle de Justice McAllister, qui est un jeune homme à l'avenir prometteur, premier de la classe, destiné à faire ses études à Yale, mais Justice est noir et cela le rend automatiquement suspect lorsqu'un soir, alors qu'il aide sa petite amie trop alcoolisée à rentrer chez elle, un policier le repère et l'arrête sans chercher d'explication. Dès lors, Justice se rend de plus en plus compte des préjugés dont lui et ses pairs sont l'objet, et du racisme ordinaire dans lequel il baigne au quotidien. Il tente de trouver des réponses dans les enseignements de Martin Luther King Jr. et commence à lui écrire des lettres où il lui confie ses joies, ses peines, ses colères et ses doutes. Alors, je vais passer très rapidement sur celui-ci parce que il aborde énormément des thèmes dont j'ai déjà parlé avant dans The Hate You Give. Personnellement, j'ai moins aimé celui-ci que The Hate You Give, mais c'est plus par rapport au format de la narration, parce qu'en fait, ça alterne les passages de narration à la troisième personne et les lettres en fait que Justice écrit à Martin Luther King. Et j'ai été assez surprise parce que moi je m'attendais à toute une narration à la première personne et j'avais un peu de mal en fait avec cette narration là. Mais hormis ça, je pense qu'on est encore sur un must read. J'ai énormément en fait aimé ce concept du jeune homme qui se rend de plus en plus compte et de la pire des façons parce qu'il se fait quand même arrêter, il se fait mettre les menottes. Des préjugés dont il est victime et du racisme ordinaire en fait dans lequel il baigne en permanence et auquel il faisait pas forcément attention avant. Le racisme ordinaire, pour donner vraiment une idée, c'est en fait euh, ces petites remarques, ces petites blagues qui s'insinuent par-ci par-là dans le quotidien et en fait auquel on ne peut pas vraiment réagir parce que voilà, ça fait partie du quotidien, c'est juste des petites blagues, c'est juste pour rire et c'est pas grand chose, voilà, c'est ce qu'on appelle en fait des micro-agressions. On va te dire oui non mais ça va, t'as pas été agressé, t'as pas été ceci, t'as pas été cela. Oui, mais en fait, à force d'entendre des choses, des petites choses par-ci, des petites choses par-là, bah en fait, tout ça, ça fait partie du racisme ordinaire et ce ne sont pas des choses qui devraient être acceptées. Et j'ai aimé en fait voir sa colère et son impuissance se développer petit à petit au fil de l'histoire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il explose.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel je peux tout à fait m'identifier. Pas par rapport au racisme, hein. Évidemment, je n'ai pas ce problème-là. Mais par exemple, par rapport au sexisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis rendu compte des micro-agressions que je pouvais subir au quotidien, juste parce que j'étais une femme, des choses qui passent, de tout le sexisme ordinaire qui passe parce que c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. À partir du moment où je m'en suis rendu compte, bah, au bout d'un moment, tu laisses plus, tu peux plus rien laisser passer. En fait, tu te rends compte de tout. Et c'est vrai que si tu finis par péter un plomb, en fait, tu finis par te rendre compte que c'est pas normal, que tu peux pas laisser passer ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire? C'est impuissant. Et, et là, dans ce contexte-là, c'était vraiment, vraiment difficile d'un côté, et puis en même temps, ouais, je me suis sentie super proche de ce personnage et je comprenais ce qu'il ressentait par rapport à ça, par rapport à cette colère qui montait, et au fait que au bout d'un moment, tu finis par bouillonner et t'as juste envie de faire quelque chose, mais quoi? Je veux absolument pas spoiler la fin du livre, à laquelle, pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout et qui m'a, encore une fois, brisé le cœur. Ces histoires sont vraiment, vraiment difficiles à lire, hein. Vraiment, c'est... Le truc, c'est que voilà, on est sur de la fiction, mais c'est de la fiction tellement réelle, et de se rendre compte que c'est réel, c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire que c'est encore une fois un récit qui m'a bouleversée et que je pense qu'il s'agit, tout comme The Hate You Give, d'un must-read très important. Ensuite, pour continuer sur ma lancée, j'ai écouté Dear Justice, la suite de Dear Martin, de Nick Stone, toujours donc. Et donc dans celui-ci, nous suivons le personnage de Quan qui se trouve être incarcéré pour le meurtre d'un policier et qui attend son jugement. Et au travers de flashbacks et des lettres que Quan écrit à son ami Justice, le héros du premier livre donc, on en apprend plus sur sa vie, sur comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui, et sur le système judiciaire américain qui discrimine allègrement les minorités. Alors le format de celui-ci est encore un petit peu différent de celui de Dear Martin, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal au début à m'y faire, parce que donc il y a les passages de récit au présent à la troisième personne, les passages des lettres que Quan écrit à Justice, mais il y a également des flashbacks en fait qui expliquent toute l'histoire de Quan depuis son enfance jusqu'à là où il en est aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu énormément de mal à m'y faire. Au début, honnêtement, je comprenais rien. Mais bon, c'est parce que c'est aussi parce que comme j'écoutais et que bah, c'est en anglais, il faut que mon cerveau il s'y fasse. Et quand les formats sont un petit peu complexes comme ça et que c'est pas ta langue maternelle, il faut que ton cerveau il enregistre comment ça fonctionne avant de vraiment pouvoir s'y mettre. Ce qui fait que j'ai dû arrêter au bout d'un moment et recommencer depuis le début parce que je pigeais que dalle. Mais une fois que j'ai recommencé et que j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis retrouvée complètement happée par l'histoire et j'ai plus réussi à le lâcher. Ce livre, en fait, c'est une description parfaite du cycle de pauvreté, de violence, de racisme institutionnalisé qui conduit à la criminalité malgré tous les efforts qu'on peut faire pour rester en dehors de ça. Les passages sur l'enfance de Quan entre un père absent car en prison, une mère complètement démissionnaire et un beau-père violent m'ont vraiment brisé le cœur. En fait, il a beau tout faire pour essayer de s'en sortir, d'être droit, de faire quelque chose de sa vie, il a juste personne de son côté pour essayer de l'y encourager. Et en fait, il se retrouve, quoi qu'il fasse, à ne pas réussir et à être complètement découragé et à se retrouver à faire en fait ce qu'il se pense obligé de faire pour pouvoir survivre. Donc bien évidemment, c'est une lecture que je conseille aussi et qui, malgré le fait que le récit soit vraiment très tragique,
finit sur une note d'espoir qui est vraiment la bienvenue. D'ailleurs, petite parenthèse, qu'il s'agisse de The Hate You Give, Dear Martin ou Dear Justice, tous les trois finissent sur une note d'espoir et donnent en fait l'envie de se battre. Et je pense que c'est vraiment le message que les deux autrices de ces romans ont voulu faire passer, c'est que les choses sont difficiles, c'est vraiment un euphémisme. Difficile, c'est vraiment un euphémisme. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que le message qu'elles ont essayé de faire passer, c'est que il faut continuer à se battre. Parce que même si les choses avancent lentement et que on peut avoir l'impression que rien n'évoluera jamais, si on ne se bat pas, effectivement, les choses n'évolueront jamais. Et il y a d'ailleurs à la fin de Dear Justice une note de l'autrice qui était absolument magnifique et qui m'a fait pleurer. Et vraiment, j'étais en larmes, j'ai continué à pleurer pendant 10 minutes après, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Donc voilà, je termine sur ce sujet-là avec ces 3 livres-là. Je le répète encore une fois, le racisme existe toujours, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, les violences policières existent, le racisme institutionnel existe, et ce sont des choses dont il faut absolument que tout le monde prenne conscience. Et la meilleure chose que l'on puisse faire en tant que personne blanche et donc pas victime du racisme, car je le rappelle, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est de soutenir de notre mieux les personnes qui sont concernées, de relayer leurs paroles et de nous battre, nous, au mieux contre le racisme ordinaire. Faut pas hésiter à dire à nos potes qui font des blagues de merde, et que ça fait rire personne, parce que ça fait vraiment du mal, et c'est juste le haut de l'iceberg. Faut pas avoir peur de passer pour des rabat-joie si ça peut sauver des vies. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là sur ce sujet et je vais passer au 5e et dernier livre de cette moitié du mois d'octobre qui n'a strictement rien à voir. Le 5e et dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'Enchanteur de René Barjavel, qui, comme vous pouvez le constater, est le seul livre que j'ai lu en format papier. Et oui, ça m'arrive de lire des livres pour de vrai et de pas juste écouter des audiobooks. Donc l'histoire de l'Enchanteur, c'est pas très compliqué, c'est l'histoire de Merlin l'Enchanteur. De sa vie, de son amour avec Viviane, dite la Dame du Lac, du roi Arthur, de Guenièvre, de Lancelot, de Perceval, etc., etc., et de la quête du Graal, revisité donc par René Barjavel. C'est un livre qui m'a été conseillé par un couple d'amis et qui m'a été prêté par ce couple d'amis, parce qu'ils l'ont beaucoup aimé. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Je disais donc, ils l'ont beaucoup aimé, et moi pas trop. Voilà. Je vais passer très vite dessus parce que j'ai vraiment pas grand chose à en dire. J'ai trouvé que la narration était assez simpliste et un peu mièvre. J'avais l'impression en fait de lire un très long conte de fées. Alors c'était pas spécialement désagréable, hein, ça se laisse lire, mais j'ai pas trouvé ça très très intéressant. Et j'ai vraiment commencé à m'y intéresser qu'à partir du dernier tiers. Et en fait, au final, j'ai été super déçue par la fin, parce que arrivé à la fin, rien n'est accompli, tout est détruit, et je comprends pas en fait le but de l'histoire. Je comprends pas pourquoi nous avoir raconté tout ça, parce qu'en plus c'est un récit qui se déroule sur des années et des années et des années. On nous raconte la naissance, la vie entière et la mort de certains chevaliers. Et j'ai pas compris pourquoi en arriver là. Parce qu'au final, la fin elle est triste. Et c'est pas que j'aime pas les fins tristes, c'est juste que là j'ai pas vu l'intérêt en fait, c'est que au final il s'est passé des trucs et rien n'a été accompli et j'ai pas compris l'intérêt. Enfin voilà, j'ai pas détesté, c'était une lecture assez facile et sympathique, mais ça ne m'a pas transportée. Voilà.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous du coup fin octobre, début novembre pour la deuxième moitié de mes lectures du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que vous prenez soin de vous, de vos proches, j'espère que vous avez des chats qui sont pas aussi casse-couilles que les miens. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si ça vous dit, si vous avez quelque chose à dire, à vous abonner aussi si ma chaîne vous intéresse. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Je poste pas beaucoup sur Instagram, mais par contre je fais souvent des stories et notamment des stories sur mes lectures. Donc si vous voulez être un petit peu plus au fait de où j'en suis dans mes lectures, Instagram c'est pas mal. Sinon j'ai aussi un profil Goodreads que je vais mettre en description de la vidéo. Si vous avez Goodreads et que vous voulez m'ajouter, bah je veux bien, parce que pour l'instant j'ai qu'une seule amie sur Goodreads. Coucou Jessica si tu me regardes. Merci de m'avoir fait découvrir Goodreads d'ailleurs. Voilà. Et donc, bah c'est tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!